Olá, muito bem-vindas e bem-vindos ao Challenge Accepted. Hola, bienvenidos al Challenge Accepted, E antes de começarmos esse adolescentes y jóvenes frente al trabajo infantil. Antes de comenzar, les recordamos que pueden seguir este lanzamiento en español, inglés, francés y portugués al seleccionar el idioma de su preferencia en la parte inferior de sus pantallas. Mi nombre es Mónica Magallanes, soy futurista, especialista en innovación y creadora de contenido en el Future. Y hoy tengo el honor de acompañarlos en esta fecha tan especial donde conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año hay un evento importante. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Hoy estamos aquí con un grupo inspirador de activistas y representantes de organizaciones juveniles de América Latina y el Caribe, quienes, a través de sus experiencias y vivencias expresadas en nuevos formatos de comunicación, reflexionarán sobre los retos que implica la educación en tiempos de pandemia, el desarrollo y el bienestar de las juventudes durante el periodo de confinamiento, las perspectivas de este sector de población sobre el futuro del trabajo y su compromiso como agentes de cambio frente al trabajo infantil. Ahora, para erradicar el trabajo infantil, los convocamos para celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual busca acelerar los esfuerzos para lograr la meta con urgencia y determinación desde nuestros diferentes roles. En este evento tenemos un evento promovido por la OIT a través de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre del Trabajo Infantil y la Oficina de Brasil con el apoyo del proyecto de algodón con trabajo docente, con trabajo decente y cumplimiento de los principios y derechos fundamentales del trabajo en Brasil. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Brasileña de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el Ministerio Público de Trabajo y Justicia y de Trabajo que nos apoyaron en este evento, quienes son socios fundamentales en la lucha contra el trabajo infantil. Finalmente, agradecemos a la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, que ha sido un socio clave en la integración de ex trabajadores y trabajadoras infantiles en este encuentro. Hoy estamos aquí para escuchar las necesidades de las juventudes de América Latina, no solo a través de sus voces, sino también a través de las diversas formas de comunicación que cada vez son más utilizadas por los jóvenes y con las cuales debemos familiarizarnos para poder entender mejor lo que están hablando las diferentes generaciones. Estamos comprometidos en asegurar los derechos y las oportunidades para los jóvenes. Y esto significa comprometernos con nuestro papel fundamental como agente de cambio que desde sus diferentes liderazgos tendrán un compromiso frente al trabajo infantil. De acuerdo con las recientes estimaciones mundiales, hay 8,2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando en América Latina y el Caribe en el 2020, de los cuales 5 millones y medio están realizando trabajo infantil peligroso. Noemí en Argentina y Henry de Ecuador son dos jóvenes que atravesaron por esa situación durante su niñez y hoy están comprometidos en su día a día con la reducción del trabajo infantil. Ahora vamos a escucharlos en sus testimonios. Veamos la palabra. Hola, mi nombre es Noemí Rosales, tengo 23 años, soy de Argentina, Tucumán. Yo formo parte de una organización civil llamada Crecer Juntos y vengo a compartirles un poquito mi historia. Bueno, donde yo nací, crecí, hay muchas historias similares a las mías. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, yo vengo de generaciones que pasaron por la misma situación que la mía. Por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 10 y 12 años y mis papás también empezaron a trabajar desde niños, mis abuelos, mi mamá.
Y bueno, porque somos una familia numerosa y a mi papá no le alcanzaba la plata para darnos de comer a todos, entonces nos movilizó la necesidad de comer, la necesidad del hambre. Bueno, yo creo que las herramientas principales para combatir contra el trabajo infantil es, primero que nada, combatir el hambre, luego sería acompañar y escuchar. Son dos herramientas muy importantes para cambiarle la vida a muchos niños y niñas que están atravesando una situación como trabajar desde muy pequeños. Y nada, les quería compartir algo que nos pasa a nosotros los pobres. Nosotros los pobres, cuando a medida que vamos creciendo, nuestros sueños cambian. Nuestro sueño de ser enfermero o de tener una carrera universitaria pasa a soñar con tener una casa, con tener un par de zapatillas, con tener abrigo y con tener comida todos los días en la mesa de nuestra casa. Y bueno, yo sinceramente de todo corazón espero que en algún momento esto cambie, ¿no? Porque le va a cambiar la vida a muchas personas, desde niños hasta grandes, a toda la familia, y todo va a ir cambiando y mejorando para bien. ¿Sabías que en el Ecuador más de 500.000 niñas... Saviez-vous qu'en Équateur, plus de 500 000 enfants et adolescents travaillent? Moi, j'étais un enfant travailleur. Bonjour à tous, je m'appelle Henry Pilko. Je fais partie du Centre de développement et d'autogestion de l'Équateur et je travaille dans le projet de prévention et d'éradication du travail des enfants. Moi, j'ai travaillé de 5 à 14 ans en vendant de différents produits, les bonbons, les fruits, les légumes. J'ai nettoyé des pare-brises et parfois je faisais aussi de la mendicité, surtout à Noël et à fin d'année. Les difficultés dans le domaine éducatif étaient le manque de concentration en classe, surtout dû à la fatigue, la faim, le sommeil. La pauvreté m'a empêché d'acquérir le matériel nécessaire à l'école, mais j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé de ne pas abandonner. Quand je suis entrée à l'école, j'ai pris la décision d'étudier le soir et de travailler le matin. C'était très fatigant, très dur, mais j'ai quand même réussi à obtenir mon diplôme d'études secondaires. La rue est un danger constant, car on peut toujours subir un accident et on a le danger de tomber dans des bandes criminelles, de tomber dans la consommation de substances interdites, y compris la malnutrition, les problèmes familiaux, l'abandon de l'école. Mais la chose la plus triste est qu'ils m'ont volé mon enfance. Le sentiment de travailler dès un très jeune âge était très triste. J'observais comment beaucoup d'enfants ont joué dans leur enfance et ils ont joui de leur enfance, tandis que moi, je l'ai perdu pour aider ma famille. La peur dans les rues était très constante. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes, mais on rencontre aussi des mauvaises personnes. Moi, j'ai eu la chance de trouver des bonnes personnes. Une dame m'a donné la liste de mes outils scolaires chaque année de la période scolaire. Et un monsieur m'a donné les chaussures de la même façon. Ceci afin de toujours me motiver, de toujours faire attention à moi. Les jeunes doivent comprendre que le travail des enfants n'est pas un jeu et que nous ne devons pas soutenir ou encourager cette situation qui continue à se produire. Jeunes, n'oubliez pas que vous pouvez faire la différence. Merci beaucoup, Noémie, de partager avec nous votre histoire dans la construction d'une société plus juste de nos enfants et des adolescents. Pour approfondir cette réalité, cette satisfaction, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes, M. Vinicius Pinheiro. Merci beaucoup, Monica, à nom de l'OIT, l'initiative régionale de l'Amérique latine libre de travail des enfants. Je voulais vous donner à tous la plus chaleureuse bienvenue
pour que tous ensemble nous marquions ce jour mondial du travail des enfants qui fait partie de l'année internationale pour la libération des travail des enfants, un engagement très important. Et je voulais partager une histoire d'Elisabeth. Elisabeth se lève tous les jours à 4 heures du matin pour vendre des Kleenex tous les matins à 4 heures du matin. Elle est une travailleuse domestique. Elle a perdu son emploi pendant la pandémie, comme millions de travailleuses domestiques. Et maintenant, elle est informelle. Isabelle, elle a seulement 9 ans et elle est à classe jusqu'à ce que son école ait été fermée pour la pandémie. Et maintenant, étant donné les conditions de la famille, elle doit travailler parce qu'ils n'ont pas de ressources. Alors, on parle avec sa maman. Elle a dit, bon, ma fille n'étudie pas parce que nous n'avons pas façon d'avoir des classes virtuelles. Mon téléphone est trop vieux. Il n'y a pas d'Internet, c'est trop cher. Et ça, c'est l'histoire de millions et millions de personnes et des enfants dans la région. Et comme Henry, comme Noémie, comme Léonore sont partis des 8 millions des enfants que Monica nous disait, que des enfants et adolescents qui travaillent en Amérique latine et des millions de foyers avec très peu de rente. C'est l'affectation de la pandémie qui nous donne ici. Et il y a quelques 316 000 enfants qui sont sous risque de rentrer à faire du travail des enfants. Et ceci est une figure historique qui croît chaque fois plus. Et ceci a et fait que tous ces chiffres se donnent pour la première 20 ans où ça a augmenté le travail des enfants et d'adolescents. C'est une des facettes les plus néfastes de cette pandémie. Nous avons un énorme défi ou un challenge devant nous pour arrêter ceci, arrêter cette tendance et faire que ceci baisse parce que nous avons 8 millions d'enfants qui travaillent. Il faut mettre une fin à ceci. Il faut avoir quelque chose à faire. Il faut mettre ceci dans l'ordre du jour 2030. On l'a, mais il faut le faire plus forcément. C'est quelque chose qui est très complexe. La perte des emplois, la rentrée en pauvresse de tellement de gens, encore une fois, et toute cette crise économique a un impact très fort sur les adolescents de nos pays et il est important. Monica et Noémie aussi. Il est fondamental si on a cet espace pour donner l'opportunité de vous écouter, d'écouter les enfants et les adolescents et pour voir qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir ces processus et continuer avec notre trajectoire pour réduire le travail des enfants et des adolescents. Il faut faire des travaux conjoints ensemble pour pouvoir avoir un avenir avec les garanties des droits et de leur inclusion et qui se traduiront dans un meilleur avenir pour tous. Il est fondamental de transformer ces patrons qui existent depuis tout le temps. Noémie, elle a dit très bien, le travail des enfants, c'est quelque chose qui nous laisse attraper dans des travaux de très basse productivité car on ne peut plus aller à l'école et on ne peut plus faire. Et maintenant, il faut simplement se contenter d'avoir un travail très mal payé le reste de leur vie. Et ça fait partie de la prévention, de l'éradication. Et c'est la pandémie non déclarée. Et il faut prendre des actions plus que jamais et faire des engagements très forts avec des résultats très concrets. C'est un sujet qui arrive très fort. Ce n'est pas, on en l'écoute, mais maintenant, il faut le traduire en action, en agissement. Et il y a des enfants comme Noémie, comme Henry et comme Isabelle, qu'il faut les voir pour que leur avenir soit chaque fois meilleur. Merci beaucoup. Muito obrigada.
Merci, Vinicius. Il faut garantir que les enfants puissent avoir un meilleur avenir. Être jeune est un challenge, étudier est un challenge, obtenir ou créer son premier emploi est un défi, mais vivre tout cela en période de pandémie est un challenge encore plus grand. Mais quel est le challenge des différents acteurs du monde du travail et qu'est-ce qu'ils relèvent pour renforcer les opportunités des jeunes? Écoutons les voix du monde du travail. En cette commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs doivent écouter la population des adolescents et des jeunes d'Amérique latine et des Caraïbes. Le travail des enfants est l'une des manifestations les plus visibles de l'inégalité. Ses conséquences s'étendent tout au long de la vie de ceux qui en ont souffert, limitant les possibilités d'épanouissement personnel et de développement communautaire. Nous savons que la région continue de réduire le travail des enfants, mais pas au rythme nécessaire pour parvenir à son éradication dans les délais fixés par l'agenda 2030 pour le développement durable. L'année 2019 s'est terminée avec un taux de chômage des jeunes en Amérique latine et dans les Caraïbes équivalent à 40% des chômeurs de la région, et spécialement en agriculture. L'inactivité sont seulement quelques des problèmes dont nous faisons face. Les jeunes sont spécialement vulnérables pour la perte d'argent et de travail décent et d'espace de leadership pour les jeunes. Dans les domaines urbains et ruraux, il est important de voir la stratégie. De même, les politiques pour la prévention et l'éradication du travail des enfants sont clés dans la détermination de la protection du travail adolescent permis. Cette politique se concentre en enfants et adolescents et qui protège non seulement ce secteur de la population, mais qui articule aussi des actions sociales et politiques laborales qui bénéficient leurs familles et leurs communautés. Nous devons aussi nous concentrer à la transition de l'école au monde et au monde du travail. C'est comment on doit assurer la participation des adolescents et des jeunes dans le marché du travail, c'est à la même avec une protection sociale, sécurité et apprentissage. Ce n'est pas une question simple, mais c'est la question qu'il faut répondre pour parler d'un travail des enfants et du travail autorisé des adolescents. Et ce sont des agents de changement dont nous devons parler, soutenus par les valeurs de dialogue social, de l'innovation. Et c'est une génération dont fondamentalement, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes décidés à arriver à une région libre de travail des enfants et avec des adolescents et des jeunes dans des travaux protégés basés sur les valeurs de la dialogue social, l'innovation et la coopération sud-sud. Dans cette année internationale de l'élimination du travail des enfants, agir, inspirer et exceller est dans nos mains. Et sans doute, l'adaptation
pour recevoir des cours, des travaux en face à face et à l'époque de COVID-19 a impliqué une série de challenges pour les adultes ainsi que pour les enfants, les adolescents et les jeunes. Pour mieux comprendre cette question, j'aimerais vous présenter André Nascimento da Silva du Brésil, un jeune représentant des populations du Forum national du travail des enfants, Guadalupe Diaz-Labra du Mexique, une intervenante en éducation, et Paulo César Santos Moreno du Pérou, un militant pour le droit à l'éducation. André, Guadalupe et Paulo César se sont inspirés de certains défis et tendances de TikTok pour exprimer leurs sentiments sur l'éducation en temps de pandémie. On va voir. Nous sommes très curieux de voir la production de ceci. Voyons qu'est-ce qu'ils nous présentent. Composição. Professora, tá travando para mim. Professora. Não acredito. Então, assim, professora, eu entendi essa parte, né? Porque a partir do momento que a gente consegue... À partir du moment où on arrive à logarithmique, attention, on passe dans votre rue. Temos Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos fazer a chamada. Prestem atenção aí, todo mundo. Amanda Ferreira, André Céliste, André Philippe, présente. Nous nous sommes confrontés à ce qui a référé à la renonce de nos droits pour faire les besoins de base de nos maisons, de nos foyers et déchiffrer des travaux qui nous donnent un plein développement. Quels sont les programmes qui sont en développement? Parce que maintenant, jamais, plus que jamais, être étudiant et décider si on mange ou on apprend. Muito bom, muito bom. Très bon, très bon. Paulo César. Pablo César. Você tem algum vídeo para mostrar para gente? Vous avez une vidéo pour nous montrer O que vocês apresentaram para gente agora? ce que vous avez présenté maintenant, ce que nous vivons et expérimentons ceci. Et je veux parler avec André. Dis-nous la perspective de système d'éducation en temps de pandémie. Quelle est? C'est une vidéo que j'ai faite parce que maintenant qu'on a l'éducation à distance, c'est simplement pour nous expliquer un petit peu comprendre ce que font les jeunes, les millions de jeunes en 2020 qui n'ont pas d'accès à l'éducation au Brésil. Et ceci selon les études du scénario scolaire dans le Brésil en 29 avril, on voit le passé, on voit ce qui est l'éducation et compte 1,8 million d'enfants adolescents. La pandémie n'est pas... nous avons un collapse de l'école. Si nous ne pouvons pas être les familles qui ont 3-4 enfants à la maison et ils ont beaucoup de problèmes dans mes scénarios. Et aussi, nous avons des activités pour qu'ils ont accès. Mais moi, je dis, ces enfants qui ont passé les années sans savoir qu'ils ont étudié, ils n'ont pas la spécialisation pour comprendre, pour enseigner à leurs enfants et qu'ont la même spécialisation qu'ont les professeurs. En 2019, l'enquête nationale par sondage auprès des ménages a montré que le Brésil compte 1,8 million d'enfants et d'adolescents qui travaillent. Imaginez maintenant, en pleine pandémie, combien d'entre eux seront affectés par cette violation de leurs droits. Au Brésil, ce sont presque 500 000 morts d'un virus qui a un vaccin. La solution pour que nos enfants et adolescents retournent à l'école et en toute sécurité, c'est le vaccin. Les écoles ne peuvent pas être ouvertes si nous ne sommes pas
pas vaccinés, car les écoles ont une bonne structure qui permet une distanciation sociale entre les élèves. Nous ne supportons plus cette vie d'isolement. Nous n'apprenons pas de la même façon que lorsque nous le faisons personnellement. La pandémie est difficile pour tous, et spécialement pour un pays où les inégalités sociales sont aussi importantes comme celle de Brésil. Merci. Merci, André. J'adorais cette vidéo. Vous avez beaucoup de talent pour la production de vidéos. Guadalupe, je vais écouter ce que tu as à dire. Bonjour à tous. Je suis Guadalupe Diaz Laura, intervenante éducative. L'éducation au Mexique a été un processus critique de dévalorisation, non seulement par la pandémie, on a ajouté avec la crise sociale homogénéisée de la pandémie, la dévalorisation du connaissance, les capacités, les fugues des éléments de connaissance ont donné des biais de connaissances notables que l'on sent dans ces moments. Et il est donc important de pouvoir travailler avec les pratiques d'aujourd'hui et passer comme une partie du travail d'apprentissage, c'est-à-dire à reconstruire comme une proposition d'hétérogénéité du même. Il est important de valoriser la pratique éducative, pédagogique et présentielle et puis alors analyser l'éducation de temps, ce qu'on a vécu avant la pandémie comme notre normalité et le deuxième comme la crise d'éducation qui s'est transformée comme un temps en dehors, comme c'est la pandémie d'éducation que l'on voit en ligne en télévision, qui est partie fondamentale, où les fissures de l'éducation se sont vues précipiter pour générer des liens non irréconstruibles, en laissant de côté de la population infantile, des jeunes et des adultes. L'éducation va à la nouvelle normalité et on a beaucoup de questions pour donner de la continuité à l'éducation publique formale et non formale. On a valoré l'éducation avant la pandémie et qu'est-ce que l'on va reconstruire par le temps en dehors de l'éducation Mexique. Est-ce le moment de prendre avantage de cette fissure de l'éducation pour avoir de nouveaux liens? Quelles sont les perspectives que l'on a? Et finalement, quel est le plan de contingence que l'on a pour la population qui a été délaissée par la pandémie? Est-ce que l'on va valoriser la connaissance tout au long de la vie des personnes? Ce sont des questions qui viennent au Mexique. Merci du temps que vous m'avez donné. Obrigada, Guadalupe. Eu adorei as suas palavras. Eu consigo sentir daqui a sua inquietação. Merci, Guadalupe. Continue sempre sendo essa luta. Merci beaucoup, Guadalupe. J'ai aimé tes paroles. Continue à être cette personne qui lutte. Maintenant, je laisse la parole à Paulo César. Bonjour à tous, je suis Paolo Santos du Pérou et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'éducation virtuelle pendant la pandémie dans les zones rurales et andines. Par exemple, des données très importantes est que le 6,7% de la population active a accès à Internet et seulement 27% des zones andines ont accès à Internet. Ça veut dire que dans des zones rurales et amazoniennes, on n'a pas accès. On a utilisé les systèmes de radio et de télévision et on se rend compte que les stratégies numériques n'ont pas fonctionné pour assurer un enseignement de qualité pour les jeunes. Ce qui a bien marché, c'est que les professeurs des zones rurales sont devenus des agents communautaires. Ils ont communiqué avec les élèves par WhatsApp, ils ont utilisé différents outils avec lesquels ils ont pu connecter avec les étudiants. Cela veut dire aussi que dans plusieurs régions du Pérou, par exemple, on a créé une sorte de laboratoire où les enfants ont appris du travail des professeurs et ils ont aussi appris du travail des familles.
Pendant la pandémie, nous avons vu comment l'écart numérique a augmenté les différences, mais on a vu aussi que les professeurs des zones rurales ont établi un lien beaucoup plus proche avec les étudiants. Et cela nous apporte des réflexions. Par exemple, nous avons vu que même si nous avons des défis pour avoir davantage de connectivité dans les régions de tous les pays où on n'a pas encore une connectivité appropriée, mais il est vrai que d'autres actions visant à des aspects moins appréciés ont eu du succès. Parfois, ces aspects ne sont pas pris en compte, mais le contact direct des professeurs avec les étudiants des zones rurales et amazoniennes a permis ce rapprochement et a permis cette valoration. Je crois que nous, en tant que jeunes, nous avons des questions pour les décideurs. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur? Qu'est-ce que vous voyez pour ces communautés rurales amazoniennes qui n'ont pas accès à Internet ou très peu? Parce que même si nous voyons qu'il y a des progrès qui sont faits en formation citoyenne et des compétences socio-émotionnelles, leur droit à l'éducation n'est pas respecté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paulo César, pour ces paroles. On voit que vous connaissez très bien la situation de l'éducation dont vous parlez. Merci, André Guadalupe, pour être ici avec nous. Nous savons que ce sont des sentiments qui représentent tous les jeunes d'Amérique latine et des Caraïbes qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci encore. Avec l'arrivée de la pandémie, les mesures de confinement et d'isolement ont affecté les formes de cohabitation et les responsabilités dans les maisons. Du jour au lendemain, sans aucune anticipation, les espaces d'études, de travail et de loisirs sont devenus un seul. Nous savons que cette situation peut représenter un défi dans les zones agricoles où 70% des enfants, des garçons, des filles, des adolescents en situation du travail des enfants se retrouvent. Dans ce cadre, j'aimerais vous présenter Viviane Silva Guedes Siqueira, représentante du Réseau national des adolescents et jeunes du Forum national de prévention et élimination du travail des enfants du Brésil, Jasmine Elena Alfaro, activiste pour l'éducation au Salvador, et Karen Moisquela, représentante des écoles agricoles au Paraguay. Aujourd'hui, elles nous ont apporté quelques mèmes qui n'expriment pas seulement les expériences de leur vie confinée, sinon qui nous aident à nous rappeler qu'est-ce qu'être un jeune. Voyons si vous vous identifiez avec ces mêmes. Bien sûr, on connaît tous l'impact des communications, des mèmes. Ils sont vraiment amusants, mais il faut les prendre au sérieux parce que sur ces images, nous retrouvons justement le pouvoir des idées. Très bien. Est-ce que nous en avons un autre? C'est très bien ça. Très expressif. Oh, c'est merveilleux. C'est très bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais entendre Viviane. Viviane, dites-nous, quel était le plus grand défi d'être jeune pendant cette pandémie? Bonjour, Monica. J'espère qu'on m'entend très bien. Je m'appelle Viviane. Je suis une adolescente au Brésil. C'est un moment pour réfléchir parce que nous devons nous réunir pour discuter du travail des enfants. La pandémie a provoqué une grande crise et nous devons trouver les causes. Nous avons
créé deux blocs à la maison, une partie pour la vie familiale et une autre partie pour l'école. Está sempre cheio de muitas coisas, porque há sempre muita coisa a ser feita. Ce qui se passe, c'est que Serviços domésticos nunca acabam. Então, se estão c'est très difficile. Les tâches à la maison ne finissent jamais parce qu'il y a des tâches domestiques à faire. Pendant la pandémie, ces deux espaces ont connu un choc. Il a fallu s'adapter pour être confortable, pour pouvoir faire les tâches ménagères, mais aussi pour faire les devoirs à l'école. La productivité pour pouvoir s'occuper de plusieurs tâches en même temps n'est pas suffisant. On n'a plus le temps de lire un livre, de faire les devoirs. Tout cela devient complexe. Ce sont des éléments virtuels. On reste à la maison, on est en isolement qui nous a affectés au niveau psychologique aussi. Il faut toujours penser au travail, aux tâches qui prennent du retard, la relation et le rapport avec les autres membres de la famille. Et il y a beaucoup de choix qui ne dépendent pas de nous. Jusque quand est-ce que nous allons continuer à vivre comme ça? Pour finir, je voulais vous laisser une question. C'est comme ça que vous voulez qu'on soit à l'avenir, qu'on soit des gens qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves? C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Viviane. C'est une très bonne question et tu nous as laissé avec une très bonne réflexion. Maintenant, c'est au tour de Jasmine. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous les expériences vécues en tant que jeune. Je crois qu'ici, en Amérique centrale, surtout au Salvador, un des moments les plus forts ont été le moment où on a confiné le pays pendant plus d'un mois. On a eu un état d'urgence, les libertés étaient réduites, les libertés que nous avons en tant que personnes, en tant que garante du droit. Un des moments les plus forts, ça a été quand un jeune a décidé de partir chercher à manger et il a été interpellé par les forces de l'ordre et il a été victime d'un coup de feu sur la jambe et il n'y a eu aucune réponse de la part de l'État. Lui, il avait besoin de sortir pour trouver de la nourriture et malheureusement, les mesures prises à l'époque lui ont empêché de le faire, l'ont empêché de le faire. Un autre moment fort, ça a été quand il y a des familles qui ont reçu une prime de la part de l'État, mais l'inégalité et la manière de l'avoir distribuée était tellement bizarre parce que on ne savait pas qui allait recevoir cette aide ou qui allait la donner. Parfois, il y avait 2 ou 3 membres d'une même famille qui ont reçu cette prime et peut-être qu'il y a eu des personnes en situation vulnérable ou en crise ou dans secteurs ruraux n'ont rien reçu. Les inégalités ont été si importantes que cela a démontré que les problématiques étaient devenues visibles. Ce sont des problématiques qui sont souvent invisibles. J'aimerais mentionner aussi que dans ces contextes, il y a eu des sondages faits par le groupe des Nations Unies pour le développement durable de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et en mai-juin, ils ont fait un sondage à des jeunes de la région avec des résultats très importants qui sonnent l'alerte. 4 jeunes sur 10 ont suivi des études à temps plein. Cela veut dire qu'est-ce qui s'est passé avec les 6 autres qui ont abandonné ou qui n'avaient pas Internet ou qui n'avaient pas des équipements technologiques nécessaires? Ou peut-être qu'il a fallu qu'ils aillent travailler avec leur famille parce que
le problème du chômage a été très fort dans la région. Et une autre information très importante est qu'un jeune sur trois environ a souffert la réduction de leur salaire en fonction du pays, le salaire minimum, il change et ils ont aussi perdu leurs emplois. Moi, j'ai souffert du chômage et jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse concrète pour ce secteur qui a été grièvement touché. Oui, ce sont des données qui nous donnent un aperçu de où est-ce que nous allons et quels sont les véritables problèmes qui doivent être résolus. Et c'est là que nous voyons la question, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous sommes en train d'écouter la société civile organisée? Il y a eu des réponses apportées par d'autres collègues jeunes maintenant. Est-ce que nous allons recevoir cette aide? Est-ce que nous pourrons être aidés pour résoudre ces problèmes dans la région? Il ne faut pas que ce soit seulement pour le bénéfice des jeunes à court terme, mais ça va servir pour le développement de nos sociétés et pour le bien commun. Muito obrigada, Jasmine, pela sua fala. Merci beaucoup, Jasmine, pour tes paroles. Ces histoires représentent les histoires de plusieurs familles, des jeunes et des adolescents partout dans le monde. Merci beaucoup de partager ces histoires. Karen, dites-nous, quels sont les principaux défis pour les jeunes pendant la pandémie? Bonjour à tous, je suis Karen Mosqueira. La situation des jeunes et des enfants est devenue compliquée au moment de faire des études parce qu'on n'arrive pas à le faire dans la modalité virtuelle. Cela affecte ou impacte les lycées techniques. Et les jeunes ne peuvent pas suivre leurs études à cause du manque d'accès aux technologies ou parce que l'Internet est cher. C'est pour cela qu'ils sont partis chercher du travail ou chercher du travail chez leur famille et leur développement académique a pris du retard. Et c'est ainsi que les rêves se brisent et on ne se concentre que sur la nourriture et sur le sommeil. On peut développer des troubles, on développe des anxiétés, des dépressions, du stress, justement à cause de ce cumul d'actions au niveau social, familial. Les standards de beauté aussi créés par la société ont porté atteinte aux jeunes à cause des troubles alimentaires. Et ce sont certaines de nombreuses situations auxquelles font face les adolescents. La pandémie les a vraiment augmentés. Il faut mettre en œuvre des aides beaucoup plus professionnelles pour pouvoir nous revendiquer au niveau de la santé mentale et de la santé en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. Et je vous remercie de nous avoir permis d'avoir une meilleure idée de ce défi que représente d'être jeune en pandémie. Et quand on parle d'être jeune, maintenant je vais demander au public quels sont vos principaux souvenirs de la jeunesse. Nous avons maintenant un sondage et on aimerait bien que vous y répondiez. Vous pouvez répondre. On va vous laisser le sondage à l'écran et
Pendant que vous répondez, je vais partager avec vous mon expérience quand j'étais adolescente. J'aimais bien les défis, les challenges et j'ai profité d'une occasion qui s'est présentée. J'aurais aimé en faire davantage. J'aurais voulu concevoir mon futur, mon avenir. Si vous avez 15 ans maintenant, je vous suggère d'envisager comment va être votre avenir quand vous aurez 25 ans. Si maintenant vous avez 18 ans, pensez quel sera votre avenir à 28 ans. Moi, j'ai conçu mon futur, mon avenir à l'âge de 30 ans. Et c'est un peu tard. Vous avez l'opportunité de commencer avant. C'est pour ça que je vous dis, commencez à penser quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut atteindre dans la vie. Il faut commencer à concevoir son avenir dès maintenant. C'est ce jour-là qu'il faut commencer à planifier. Je remercie à tous ceux qui ont répondu au sondage. Continuons. La crise provoquée par le COVID-19 a augmenté les situations de vulnérabilité partout dans le monde. Pour une grande partie de la population jeunes ou la jeunesse, la fermeture des centres éducatifs et la difficulté de trouver un travail et la fermeture des sociétés ne sont que certaines de ces situations. C'est un scénario qui augmente le risque de travail des enfants et du travail adolescent sans protection parce que souvent, on n'arrive pas à voir l'avenir, on n'arrive pas à voir une perspective de travail formel qui a un impact pour l'investissement des enfants, des garçons, des filles et adolescents. Sur cette ligne, il est important d'avoir des politiques publiques, des actions qui créent des opportunités pour faciliter la transition entre l'école et l'emploi. C'est la tâche urgente qui doit être considérée dans la mesure que les pays mettent en œuvre pour surmonter cette pandémie. J'aimerais vous présenter Sergio Cabrera Calvache, activiste et étudiant de Colombie, Analicia Felipe Becerra Luz, jeune représentant du Brésil, et Henry González Guevara, activiste et créateur des droits des personnes afrodescendantes du Panama. Aujourd'hui, ils vont nous partager comment est-ce qu'ils veulent que leur CV soit d'ici à 2030 pour nous aider à comprendre quelles sont les attentes sur l'avenir du travail et qu'est-ce qu'il leur faut pour pouvoir les atteindre. Surtout en soulignant les droits qui doivent être garantis et les opportunités dont ils ont besoin ces prochaines années. Ici, nous pouvons voir les CV. Sergio veut être psychologue, il veut avoir un master en sciences des données et en psychologie et transformation numérique. Dans quelques années, il aimerait travailler en tant que directeur éditorial et continuer à être activiste et volontaire chez Médecins sans frontières. Félicitations! Il veut aussi travailler dans le secteur public et de la santé. Maintenant, c'est au tour d'Analicia. Analicia rêve d'avoir son propre commerce de mode et pour y arriver, elle doit avoir de l'expérience dans le secteur de la mode et pouvoir suivre des cours de gestion d'informatique, de marketing et de couture. Elle veut aussi apprendre l'espagnol. Très bien, Analicia. Henri, il dit que pour le 2030, il aimerait avoir un travail stable et se consacrer à la création audiovisuelle en bénéfice de sa communauté. Aujourd'hui, il a une licence et il aimerait faire un master et un doctorat pour continuer à lutter contre les inégalités et aussi par le biais de sa passion qui est le cinéma. Sergio, raconte-nous, quelles sont tes perspectives par rapport au futur du travail? Bonjour à tous. J'aimerais vous dire que selon l'UNESCO et le DANE, 86 000
garçons, filles et neutres sont en chômage et en situation de pauvreté extrême. Maintenant, je vais vous demander quel est notre objectif dans le monde en tant que citoyen et leader? Survivre ou transformer des vies? Comment est-ce que nous pouvons transformer la vie des garçons, des filles, adolescents? Je m'appelle Sergio Cabrera, je suis étudiant de psychologie, membre de la Fondation Un Monde Meilleur et je crois au pouvoir transformateur de la jeunesse. Je crois en l'éducation en tant qu'outil qui assure la transformation sociale. Nous appelons à considérer l'adolescence et les enfances colombiennes comme le futur, l'avenir de la société. Ils doivent avoir un rôle de protagonistes pour que leurs rêves deviennent des projets de vie réalisables. Aujourd'hui, nous faisons appel à payer la dette historique envers la jeunesse. Et nous, en tant que jeunes, ne devons pas être les seuls à avoir le privilège d'être entendus. Merci. Merci, Sergio. Maintenant, Annalicia. Bonjour à toutes et à tous. Comme Monica l'a dit, mon nom est Annalicia et c'est un moment merveilleux qui nous permet d'être ensemble et de parler d'un thème important qui est le futur de l'avenir du travail. Le travail pour avoir une bonne qualité de vie. Pour être autosuffisant, il faut avoir un emploi correct pour pouvoir couvrir les besoins de la personne et de la famille. Mais pensez, réfléchissez, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, pour qu'à l'avenir, on puisse avoir davantage de gens qui soient autosuffisants? La solution principale, sans aucun doute, est l'éducation. Nous, en tant que jeunes, nous avons besoin d'une éducation, mais nous voulons aussi des meilleures opportunités pour être mieux préparés pour avoir justement cet emploi que nous voulons tant, un emploi décent. Il nous faut du soutien, des informations, des conseils pour pouvoir choisir un métier, pour pouvoir savoir où trouver ces opportunités d'emploi et comment être bien qualifié pour pouvoir les obtenir, pour pouvoir concevoir notre avenir comme Monica l'a dit. Nous devons le faire maintenant et pour ce faire, il nous faut investir en éducation pour pouvoir qualifier ces jeunes maintenant pour qu'à l'avenir, on puisse avoir moins faim, moins de misère et plus de travail et plus de familles bien structurées, en bonne santé mentale et physique et une vie beaucoup plus agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annalicia. Tu as un très joli nom. Moi, je suis spécialiste en l'avenir du travail. Bien, Henri, maintenant, la parole est à toi. Merci beaucoup, Monica. J'aimerais citer Thomas Garnick qui a dit un jour que est-ce que c'est une mauvaise époque? Nous sommes ici pour essayer de l'améliorer. Est-ce que tu savais que la province de Colón, au Panama, où j'habite, a les ports les plus importants de la région, la zone franche la plus grande du monde et bien entendu 2 écluses du canal de Panama. Tout cela semble riche, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Il manque des opportunités de travail pour les jeunes. Je m'appelle Hervé González et j'appartiens à l'organisation Grand Repois. Je suis créateur de contenu et à l'avenir, j'aimerais continuer à renforcer mes compétences pour avoir du travail. La population d'ascendance africaine souffre et le chômage est important justement à cause du racisme structurel qui existe encore en Amérique latine. Je propose d'autonomiser les jeunes d'ascendance africaine par le biais de programmes d'entrepreneuriat qui prennent en compte nos capacités et nos compétences. Pour moi, c'est important de faire un appel à tous les jeunes pour traiter ce problème d'employabilité parce qu'ils sont exclus du système de travail.
Ils travaillent dans des postes informels. C'est très important de créer un espace pour entendre les voix des jeunes. Et dans cet espace de représentativité légitime de ce groupe de la population, on pourrait produire des propositions pour les faire passer à l'OIT et travailler avec chacun des pays de la région avec un regard national et régional. Nos gouvernants doivent passer des lois et des décrets présidentiels de politique positive pour les jeunes au chômage, pour pouvoir aussi assurer une éducation de qualité et éviter l'inégalité structurelle en faveur des jeunes d'ascendance africaine. Merci beaucoup, Henry. C'est un grand plaisir de vous voir ici, des jeunes prêts pour faire face à l'avenir. Dans ces discours que vous avez faits, nous pouvons percevoir cette connaissance que vous avez déjà acquise. Merci beaucoup. Et pour répondre, pour visibiliser les demandes, les exigences des adolescents et des jeunes et les inclure dans le dialogue social, il est clé de pouvoir les insérer de manière appropriée dans ce secteur. Le fait d'investir dans leur éducation dès un très jeune âge nous permet de canaliser leur potentiel professionnel, leur créativité et leur talent pour avoir une société plus juste, mais aussi une croissance économique durable et inclusive. Maintenant, nous allons entendre les propositions et les engagements de nos invités face aux thématiques des blocs que nous avons déjà entendus, surtout dans la lutte pour une région sans travail des enfants. Guadalupe, tu as la parole. Gracias. Exigimos a las autoridades la garantía del libre desarrollo de la personalidad, tanto de las infancias como de jóvenes, que se asegure una educación laica y emancipadora. Así pues, l'éducation laïque et émancipatrice pour avoir des programmes d'action en pro d'opportunités justes pour les jeunes vulnérables. N'oublions pas que comme jeunes, que nous sommes des médiateurs. Il faut fonder des réseaux d'appui et de respect à la diversité culturelle et sociale d'une participation émancipatrice. Merci. Notre proposition est le développement d'espaces de communauté et de formation. On peut parler de travail décent et informatif dans les communautés natives et andéennes. Qui a soit un travail décent, informatif et durable. Cultura nas escolas, para que todas as crianças... Culture aux écoles, pour que tous puissent partager leur culture et qu'apprendre quelle est la culture, non seulement au Brésil, mais de partout le monde. Je crois qu'il faut mettre en œuvre les ODS 6 et 7 et le 8 surtout, entre eux réduire considérablement la proportion des jeunes non employés et de ceux qui reçoivent de l'entraînement. Et je crois que ceci est une des choses que tous les pays devraient prendre en compte et tous les gouvernements qui ont fait le ODS 8 en 2030. Il est un moment d'agir et non seulement de l'écrit. Estamos te ouvindo, Karen. Karen, on te voit. C'est travail sûr et opportunité de travail pour les jeunes, car la plupart des jeunes, ils vivent une expérience de travail
En fait, c'est que comme on n'arrive pas à avoir un travail, on veut un travail sûr et plus d'opportunités de travail. Moi, je voudrais proposer aux leaders mondiaux qui m'écoutent que renforcer l'accompagnement de Colombie en ce moment de crise, d'appuyer aux jeunes de mon pays qui se manifestent dans les rues pour une meilleure éducation des conditions laborales. Écoutez leur voix. En moins de 3 ans, nous avons fait presque 16 productions documentaires où on a eu plus de 100 jeunes afrodescendants en risque en exprimant dans les courts-métrages le besoin d'emploi. Et il est très important d'avoir un espace pour écouter les voix des afrodescendants où on puisse se proposer des possibles solutions à l'OIT sur la employabilité de cet groupe de gens en conjoint avec des différentes organisations. Nous avoir une meilleure qualification des jeunes pour qu'ils aient une plus grande opportunité, plus d'opportunités pour faire avoir plus de travail professionnel. Et nous voulons aussi renforcer plus l'étude pour que plus de jeunes aient l'accès au premier emploi décent. Nous devons avoir un emploi sûr et avec une meilleure qualification. André, oui, tu peux parler maintenant. Je suis revenu, je suis là. Et ECA aux écoles, c'est ma proposition. ECA, c'est le 13 juillet en 2020 est un des instruments les plus importants pour agir avec les adolescents et pour avoir des adolescents qui ont plus de capacité. Et quand on peut commencer à faire les cas aux écoles, mais aussi quand pouvoir éviter les crises de violation de droits qui arrivent si souvent. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé vous voir à chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de voir une jeunesse aussi préparée avec tellement de propositions. Et comme les protagonistes que vous êtes, nous vous avons aussi un rôle fondamental des jeunes. Alors, je veux que vous montrez quelles sont toutes les propositions et les challenges que vous avez contre le travail des enfants. Merci. Et je voudrais augmenter la conscience des communautés, des employeurs, participer à la lutte contre le travail des enfants dans notre espace, continuer à chercher l'obtention des droits des adolescents, prendre responsabilité pour le travail des enfants et aider à conscientiser les gens sur le travail des enfants. Combien de choses merveilleuses, combien de choses que nous apprenons. Et pour recevoir cette somme de propositions de ce groupe de jeunes, je veux appeler Anna Lopez, coordinatrice de Libre du travail des enfants. Merci, Monica. Merci à tous et toutes. Je dois dire que ça a été profondément inspirateur. Écoutez à tous, il a été important. Le contenu de tous et de chaque bloc et la créativité, l'utilisation de nouveaux formats de communication. Je devrais dire qu'il est très gratifiant d'observer le niveau d'engagement social des jeunes dirigeants de notre région. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Nous avons écouté attentivement leurs réflexions, leurs attentes, leurs propositions et leurs engagements en tant que représentants de toute une génération de la région qui traverse des moments particulièrement difficiles.
Pour notre part, nous allons non seulement faire écho de tout cela auprès des membres de l'OIT, mais au-delà des gouvernements ou des organisations de travailleurs et d'employeurs, nous voulons recevoir et prendre toute cette information et toutes ces propositions d'engagement que nous avez offertes pour les inclure dans notre propre proposition. Nous devons nous engager à inclure la participation des adolescents et des jeunes dans l'élaboration des propositions, surtout sur la transition école-travail et l'insertion sur le marché du travail de ce secteur de la population. En définitive, dans le futur du travail qui est leur travail. Toute mesure qui améliore la garantie des droits d'une génération qui est le présent, mais qui est surtout l'avenir de notre région, contribuera non seulement à des sociétés plus inclusives et prospères, mais aussi avec cela, nous allons pouvoir contribuer à réduire le travail des enfants. Alors que, comme marqué par l'année internationale contre le travail des enfants, nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'à chacun de nos rôles, pour qu'il n'y ait plus d'histoires comme celle de Noémie et Henry. Merci beaucoup à tous et à toutes et à bientôt. Merci beaucoup, Anna, de vos paroles. De voir chacun de cette proposition merveilleuse que nous pouvons voir ici, participer ici, qui est incroyable et combien de choses merveilleuses est sorti de celle-ci. Mais il faut bien passer de l'engagement à l'action, construire un meilleur présent et avenir pour des millions d'adolescents et des enfants et travailler en quelque chose qui soit possible, comme la leadership des jeunes. Renforcer les jeunes agents des changements pour qu'ils puissent surmonter les challenges qui représentent les études, la vie en temps de pandémie, l'obtention de leur premier emploi, la création de leur propre entreprise et l'accès à un travail décent fait partie de ce processus de construction et de renforcement de la lutte contre le travail des enfants de la part de nos différents leaderships. Pour finir, je voulais vous dire le résultat d'une intervention faite maintenant. 49% trouvent que le défi des adolescences, 21% trouvent qu'il faut prendre avantage des opportunités. 17% des changements et plus de changements et 13% pensent que l'adolescent est un temps d'engagement et d'action. C'est ce que l'on a fait maintenant. Et pour clore la réunion aujourd'hui, je voudrais vous inviter à rêver ensemble à travers une autre forme de communication qui est très puissante aussi. La musique, un langage universel qui mobilise et nous pousse à agir. Dans le cadre des activités de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, l'OIT et le GM international, qui est le réseau global qui nous donne l'opportunité pour que les enfants et les jeunes travaillent avec la musique. On fait un concours appuyé par le projet Clear Cotton qui lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement du coton, du textile et de l'habillement au Burkina Faso, au Mali, au Pakistan et au Pérou. J'ai le plaisir de vous présenter la chanson gagnante dans la catégorie pour le Pérou qui s'appelle Voy a pintar un niño. Je vais peindre un enfant de José Julio Ceballos del Carpio. Et c'est la musique que nous allons vous dire au revoir. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui avec nous tous. Merci, jeunes et enfants. Et allons à la musique.